Gérard Cognot, bonjour. Alors, vous avez sorti aux éditions Perspectives Libres l'ouvrage La Russie et son double, qui part de votre expérience russe. Donc, vous êtes un universitaire, un grand traducteur du monde slave, pas uniquement du russe, mais également du serbo-croate et également du polonais. Vous avez traduit parmi les grands Russes, donc vous avez entre autres traduit pour un des auteurs connus de notre public et un auteur relativement, je dis bien relativement récent, Zinoviev. Donc, ce livre part de votre journal de Russie quand vous y étiez, c'est-à-dire au moment où la Russie s'effondre. Et déjà, nous allons parler de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là vous êtes en Russie? Pourquoi vous tenez ce journal? Et pourquoi, selon vous, ce journal, parce qu'il n'y a pas que le journal dans le livre, mais pourquoi avoir conservé ce journal et décidé de le donner au lectorat? Qu'est-ce que ce journal apporte sur la compréhension de la Russie contemporaine? Oui, d'abord, merci pour votre invitation. Et pour répondre à votre question, il se trouve que j'ai connu la Russie à différentes époques. J'ai très bien connu la Russie soviétique, à l'époque soviétique, parce que j'enseignais le français dans les universités. Par exemple, à Alma-Ata, bon, c'était l'Union soviétique, Odessa, et donc j'avais une connaissance de ce régime de l'intérieur. Puis, il est vrai qu'au moment de l'effondrement, comme la plupart des gens, je me suis réjoui. Parce que c'était comme une libération, n'est-ce pas? Et j'étais pas le seul, c'était la plupart des Russes ont ressenti ça. Et même beaucoup de Russes à tous les niveaux, hein. Et puis, il y a eu un espoir d'établir effectivement une société démocratique, n'est-ce pas? Qui puisse coopérer avec le monde occidental, le monde extérieur, et notamment le monde occidental, et c'était le souhait des responsables soviétiques, d'abord de Gorbatchev et puis de Yeltsin, il faut bien dire, de réaliser, n'est-ce pas, ce projet, cet espoir. Or, on a assisté, donc pendant une dizaine d'années, n'est-ce pas, à un cataclysme absolu sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans. J'ai assisté, donc Moscou, c'était Las Vegas. Il y avait des casinos, on tuait les gens dans les rues, les voyous, on pouvait tuer n'importe qui, il y avait une espèce de totale impunité. Les bandits au pouvoir, les gens tu me l'as dit après, et il y avait les agents américains qui coopéraient avec ces bandits pour mettre la Russie, pour dépouiller la Russie, en fait. Le projet, c'était effectivement de s'emparer des ressources de la Russie avec le concours de tous ces Russes qui souvent d'ailleurs venaient de l'intelligentsia soviétique, hein, qui avaient au fond jeté les derniers obstacles, disons, de la loi pour s'emparer, pour faire main basse et si bien qu'on avait, comme d'ailleurs vous l'avez rappelé, il y avait 10 oligarques qui possédaient la moitié ou plus de la moitié des richesses de la Russie. Donc j'ai assisté à ce spectacle épouvantable, et sur le plan, donc je l'ai vécu parce que ma femme est russe et nous avons un appartement à Moscou, et donc moi j'enseignais le russe à l'université de Nancy, mais j'avais obtenu une année sabbatique et j'ai passé une année en 1996 à Moscou, et là j'ai rédigé ce journal pour montrer l'état de la Russie à ce moment-là. Cet état est relaté également par Solzhenitsyn en 1998, 2 ans plus tard, au moment de la faillite de l'État, quand Yeltsin a mis son État en faillite. Et il a d'ailleurs raflé toutes les économies des Russes. C'était aussi un des objectifs, n'est-ce pas? Et voilà. Donc là, on a eu une espèce de table rase absolue à cette époque, et Solzhenitsyn fait des reportages dans toute la Russie pour montrer l'état d'esprit de la population. La population était désespérée, mais c'était effrayant. Il y avait des millions d'enfants dans les rues, vous savez. C'est-à-dire que c'était un peu la même situation qu'au lendemain de la révolution, vous voyez, bolchevique. C'est-à-dire un état d'anarchisme, d'anarchie totale,
au profit, évidemment, au profit de ceux qui allaient tirer les marrons du feu et qui allaient s'enrichir aux dépens de l'État et aux dépens du peuple, aux dépens de la population. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce journal. Et pour aussi que les gens qui sont vraiment qui ignorent presque la plupart, qui ont une image de la Russie qui est complètement faussée par une propagande, une désinformation complètement, absolument, qui est démentielle parce qu'elle ne repose ni sur les réalités factuelles, ni sur les réalités historiques. La plupart des gens, malheureusement en France, ont une image de la Russie qui est complètement fausse. Et ce n'est pas leur faute. Ou c'est leur faute parce qu'ils n'ont pas voulu se renseigner. Parce qu'on peut toujours se renseigner. Ils sont donc abusés par une propagande, d'une bêtise, mais s'il faut se référer aux émissions comment ça s'appelle, la LCI le soir, c'était épouvantable. On appelait ça une monstruosité médiatique. Monstruosité médiatique. Tous ces généraux, ces ambassadeurs qui racontent n'importe quoi, qui ne connaissent absolument rien, qui est déconnecté de toutes les réalités, et en plus la falsification de l'histoire. On nie la victoire de la Russie sur Hitler. N'est-ce pas? On prétend que non, que c'était pas du pareil au même, et qu'au fond, la libération de l'Europe était une occupation, etc., etc. Donc tout cela m'a exaspéré parce que j'ai contrairement donc à tous les gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont aucune base sérieuse j'ai eu l'expérience à la fois sur le terrain et la connaissance livresque, la connaissance n'est-ce pas, on pourrait dire littéraire, historique, scientifique. Donc dans ce livre, il y a ce livre en deux parties. Il y a deux axes. Un axe où je montre justement, je veux confronter la situation de la Russie dans les années qui font l'objet des rêveries et de tous nos dirigeants, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils souhaitent, c'est que la Russie revienne à cet état-là. Et ils accusent le peuple russe d'être abusé, terrorisé par un personnage malfaisant qui s'appelle Poutine, n'est-ce pas, qui terrorise sa population et qui mène une guerre fratricide. Tout ça est complètement aberrant. Il ne correspond pas du tout à la situation réelle de la Russie et à l'état d'esprit de la population russe. Parce qu'après avoir connu ces années 90, il était normal qu'ils accueillent Poutine comme un sauveur. Et ce qu'il a été, on peut être pour ou contre sa politique, on peut être, tout est possible, mais on ne peut pas nier les faits, on ne peut pas nier la réalité, n'est-ce pas? C'est ça que j'ai voulu montrer. Et j'ai ajouté à cela, quand même, parce que devant le dénigrement, n'est-ce pas, absolument ignoble de la Russie en général, n'est-ce pas? Quand vous pensez que on a à Londres, on a débaptisé les danseuses russes de Degas pour les appeler des danseuses ukrainiennes. Non, mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que Degas en penserait aujourd'hui? C'est hallucinant, oui, de bêtises. Et ça, c'est dans le plus grand musée de Londres. N'est-ce pas? Justement, c'est pour vous alors parce que vous le dites très bien, vous avez étudié la Russie classique, la Russie soviétique, la Russie contemporaine. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Je marchais dans Paris il y a pas longtemps et d'un seul coup, un colosse gigantesque, adorable, très doux, comme souvent les gens qui ont les moyens physiques d'être doux. Et en réalité, ce jeune homme, équipe de France de basketball, suspendu parce qu'il a joué avec la Russie. Suspendu de sa carrière professionnelle. On faisait pas ça même après la Révolution, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas, pendant toute la guerre froide, on a multiplié les rencontres avec la Russie pour avoir des dissidents, des sportifs, des joueurs d'échecs, des scientifiques qui passaient à l'Ouest.
Si vous voulez, pour vous, comment ça se fait que on ait atteint un degré d'hystérie qu'on n'a pas atteint après la Révolution d'Octobre, qu'on n'a pas atteint après 45, pourquoi on l'atteint maintenant? Je pense que là, c'est l'aboutissement d'un processus, n'est-ce pas, qui est fondé sur la peur, l'ignorance et le mépris de l'autre. Et au fond, on s'aperçoit que toute la guerre idéologique contre le communisme, bien sûr, elle était réelle. Bien sûr, le communisme soviétique, enfin, pour présenter un danger pour le monde capitaliste, c'est évident. Mais cela était secondaire par rapport à la peur et à l'ignorance du peuple russe lui-même, de la Russie elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait au cours des siècles une sorte malgré quelques tentatives, n'est-ce pas, faites par exemple par le roi Beaulieu, etc., de faire connaître la civilisation russe, il y avait quand même une méconnaissance de cette civilisation, une méconnaissance de l'esprit russe, de l'orthodoxie, de l'attachement des Russes à leur religion, n'est-ce pas, de l'attachement des Russes à leur histoire, à leur mémoire. C'est bien qu'aujourd'hui, les quelques cercles qui ont le sentiment de cela, qui ont des affinités avec la politique actuelle de la Russie, ce sont des cercles contacts évidemment d'extrême droite, de complotistes et de tout ce qu'on veut, mais qui ont simplement gardé pour la France ce même désir de préserver sa souveraineté, son indépendance, son intégrité, son identité, n'est-ce pas? Or, on est devant une espèce d'entreprise de destruction générale des nations, des familles, même sur le plan sexuel, n'est-ce pas? Tout est nivelé et alors les gens sont complètement pris dans cette espèce de. Cela ne veut pas dire qu'ils y adhèrent, mais les cercles du pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir tient à tout verrouiller. Donc il n'y a pas de possibilité vraiment pour la population de manifester son opposition et son désir d'autre chose. Alors ce qui s'est passé en Russie, c'est justement, je me réfère à nouveau à ce livre de Solzhenitsyn, c'est la Russie sous l'avalanche, où il note les confidences, enfin, de tous ces gens-là qui sont désespérés, puis que certains disent, oui, comme les Russes ont quand même toujours une espèce d'espoir, vous savez, dans le surnaturel, je sais pas quoi, ils disent, seul un homme providentiel pourra nous sauver. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Ils comprenaient que c'est un peu la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui, hein, je dirais. C'est ça. Une espèce on est dans un nihilisme total, et on ne sait pas comment en sortir. On est dans une impasse. Il n'y a pas de solution. Il y a seule dissolution de notre cher président. Bon moyen de se tirer d'affaire. Bon, mais passons. Mais voilà, vous voyez, c'est ça la différence. Et donc, il y a une espèce, on a accumulé une espèce de russophobie latente, vous voyez, qui est née au fond qui se repose sur une espèce de sentiment de supériorité de l'Occident sur la Russie, sur l'Orient, sur l'Est, enfin, sur la Chine et sur tous les pays d'Euro-asiatiques. Or, il se trouve que, et le dernier discours de Poutine le montre très très bien, et moi je l'avais noté dans l'introduction à mon livre, c'était un peu une digression, mais je rappelais la théorie de Mackinder, selon laquelle celui qui tient le Heartland, l'Eurasie, il tient le monde. Celui qui est au cœur de l'Eurasie, qui possède l'Eurasie, et ça a été acquis, n'est-ce pas? Et tous les politiciens américains l'ont bien compris et ont bien appris la leçon et ont essayé d'avoir une politique en fonction de cette leçon. Gene Kennan, par exemple, qui est un personnage très intéressant, Kennan, qui a
qui a mobilisé tous les nazis possibles contre l'Union soviétique, vous savez. C'était le grand mobilisateur. Il a récupéré tous les nazis qui eux connaissaient, qui pouvaient aider les Américains à lutter contre l'Union soviétique. Et après, mais pourquoi il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Lui, alors, il n'était pas contre la Russie, vous voyez? Il était vraiment contre le communisme, mais pas contre la Russie. Et les gens aujourd'hui, les Américains, qui critiquent la politique de leur gouvernement et qui donnent l'impression de défendre la politique de Vladimir Poutine, c'est pareil. Ce sont des gens qui ont cru dans la possibilité d'établir vraiment un partenariat entre la Russie et l'Occident qui aurait été bénéfique pour les deux parties. Seulement ce qui s'est produit, c'est-à-dire c'est exactement ce qui se produisait à l'époque soviétique dans la politique soviétique, c'est-à-dire que les oreilles idéologiques empêchaient de voir la réalité. Et aujourd'hui, en Occident, les oreilles idéologiques en faveur, par exemple, de la démocratie contre l'autocratie, de toute une, disons, un schéma complètement manichéen, n'est-ce pas, et qui ne repose absolument pas sur les réalités, ni économiques, ni psychologiques, ni collectives, ni culturelles, ni rien. Parce que tout porterait à croire ce qu'ont cru, justement, les dirigeants russes qui ont fait, au fond, qui ont accepté de supprimer, de sortir de l'Empire pour créer une démocratie. Et c'est cela qui a échoué. Ça, c'est vrai que ça a échoué de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Parce que rien n'a été fait du côté occidental pour aider à cette mutation. Et cette mutation a été effroyable. Effroyable. Je pense, si je connais un peu l'histoire russe, je crois que dans l'histoire russe, il n'y a pas eu peut-être de moment pire que celui-là. Vous voyez, jusque là. La révolution, ça a été terrible, hein. Effroyable. Bon, il y a eu des moments, il y a eu le temps des troubles, où la Russie a fait disparaître. C'était un tsar polonais qui était au Kremlin, hein, avec le faux Dimitri, etc. Bon, mais malgré tout, je crois que l'effondrement, ce que j'ai constaté dans ces années-là, vraiment, ça dépasse l'entendement. C'est une petite minorité de profiteurs qui ont tout capté aux dépens de la population. Et les gens ont été virés de partout. Pour nos auditeurs, il faut se rappeler que les hommes russes ont perdu 7 ans d'espérance de vie pendant la période. Ce qui est infaisable hors épisode de guerre et de guerre lourde. On a fait perdre 7 ans d'espérance à la population masculine par temps de paix. C'est dantesque ce qui est arrivé dans la Russie des années 90. J'avais fait mon diplôme sur le premier bilan du poutinisme, donc je me suis replongé quand j'étais sous les ordres de Jacques Sapir dans la Russie post-soviétique des années 90. Je dois dire que je n'ai jamais revu en histoire du développement si vous voulez, même ce qui a été fait à la Grèce, qui a perdu un tiers de son niveau de vie par Berlin et Bruxelles, n'est pas ce que la Russie a vécu. Ce que la Russie a vécu est unique dans le monde de l'après-guerre froide. Dernière question. On voit bien la filiation entre la Russie poutinienne et la Russie soviétique. Ne serait-ce que parce que Vladimir Poutine est un enfant de l'Union soviétique, du système soviétique. Il a été formé sous ce système. On voit bien la liaison entre la Russie libérale des années 90, donc la Russie des Jeffrey-Sachs, des Gaïdar, de tous ces gens-là, de Yeltsin, de la famille, et Poutine. Mais est-ce qu'il y a quelque chose chez Poutine, parce que là, c'est aux grands spécialistes de la littérature russe que je parle, est-ce qu'il y a quelque chose chez Poutine de la Russie classique? Et de la Russie classique, de la culture russe classique. Oui, je crois qu'il il le dit lui-même, il est un conservateur. Il est pour conserver les traditions. En ce qui concerne le rapport à l'Union soviétique, il est très ambigu.
Et d'ailleurs, Poutine, souvent, se contredit très souvent. Et, vous voyez, quand il est parfois très ému, très nostalgique même, quand il pense à son père, quand il parle du blocus de Leningrad, etc., vous voyez. Donc, il y a quand même un sentiment pire. Le régiment immortel n'a pas été créé par Poutine, il a été créé par des citoyens russes. C'est quand même extraordinaire. Vous savez, maintenant, il ne peut plus avoir lieu pour des raisons bien compréhensibles, mais chaque année, des millions de Russes, le jour de la victoire, défilent avec des portraits de leurs parents qui sont morts pendant la guerre, qui sont morts à la guerre. Ça, c'est tout à fait, vous voyez, ça c'est, moi j'ai traduit un grand philosophe russe qui s'appelle Fyodorov, qui lui, qui dit que les fils doivent ressusciter les pères. C'est une idée un peu folle comme ça, dit que les fils doivent ressusciter les pères. Et toute l'humanité doit être ressuscitée par les fils. C'est que les hommes peuvent faire eux-mêmes leur ressuscitation. Vous voyez, il y a Dieu qui apporte qui a le pouvoir de la résurrection, mais les hommes peuvent eux-mêmes le faire. C'est une idée tout à fait, en même temps, extrêmement, qui mérite d'être étudiée, qui a d'ailleurs eu l'assentiment de Dostoïevski, de Solovyov, de Tolstoï, vous voyez. C'est un philosophe extrêmement original que j'ai traduit et qui appelle les philosophies de l'œuvre commune. Et l'œuvre commune, c'est que il demande que les fils, que les gens d'aujourd'hui ressuscitent leur père, restent fidèles à leur père, vous voyez, à toutes les générations qui se sont succédées. Alors c'est tout à fait à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui en Occident, où on rase tout. On rase tous les liens avec le passé. On rase tous les liens religieux, familiaux, sexuels, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, on est dans une opposition totale. Et alors, de ce fait, il y a une tendance chez les Occidentaux, du fait de comment dirais-je, du culte de la démocratie, dont on ne sait même pas ce que c'est, la démocratie, au fond. Si vous analysez le système lui-même en représentation, vous voyez à quoi ça aboutit, à des absurdités. Un philosophe qui a très très bien analysé ça, c'est Kojève. Alexandre Kojève, il faut lire son opuscule sur la notion de l'autorité, qu'il a publié en 1942, à Marseille, sous l'occupation allemande, sous Pétain, etc. Eh bien, il montre que le système qui est né du contrat social, le système, n'est-ce pas, lui-même électoral, est complètement, n'est pas applicable. C'est pas tout simplement que c'est un leurre, c'est un jeu de dupes, et qu'on vit sur des fantasmes, sur des représentations qui sont fausses, des fausses représentations de la réalité. On est toujours là, quoi. On est toujours là. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on vit sur des représentations de la Russie, représentations du passé, du présent, qui sont complètement fausses. Complètement fausses. Or, les Russes qui à leur dépens, ont vécu tout ça, de ce que vous dites. Eux, ils l'ont vécu dans leur chair, vous voyez. Donc, ils peuvent pas se laisser tromper. Et si c'était le cas, jamais Poutine ne pourrait avoir la popularité qu'il a aujourd'hui. Jamais. Parce que les Russes sont quand même réalistes. Ils sont sérieux. On le voit d'ailleurs dans la guerre actuelle. Les Russes sont sérieux. Ils font ce qu'ils disent. Ils l'annoncent. Vous voyez? Ils tiennent compte des réalités du terrain. Ils agissent en fonction. Et ils ne font pas des rodomontades qui ne reposent que sur du vide. Et qui sont dangereuses. Parce que ça peuvent provoquer une escalade, n'est-ce pas, fatale. Du fait il peut y avoir une espèce de malentendu, n'est-ce pas, à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus d'accord. On ne s'entend plus sur une réalité, n'est-ce pas? C'est un dialogue de sourds, vous voyez. Et c'est un peu cela qui me semble se passer envers la Russie. Et c'est à cela que j'ai voulu répondre dans ce livre, en ajoutant quelques-uns de mes travaux sur des sujets qui montrent l'apport de la Russie à la culture mondiale. Le cosmisme, le cinéma avec Eisenstein, pas seulement, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur Eisenstein. J'ai aussi un chapitre sur l'histoire russe et sur la relation entre l'orthodoxie, la religion et le pouvoir. C'est crucial. Cela aujourd'hui, on voit le patriarche Kirill qui soutient Poutine, etc. Vous voyez, pourquoi, d'où ça vient tout ça. Vous voyez, cette relation aussi très conflictuelle souvent entre l'Église et l'État.
et qui s'est résolu avec après Pierre le Grand. Il y a eu une transformation totale. Parce qu'avant, c'était Ivan le Terrible disait à Kurbski, tu as peut-être raison sur un plan moral, mais moi, je suis le représentant de Dieu, et seul Dieu peut me juger. Donc, il justifiait tous ces crimes, il ne les niait pas. Il reconnaissait à commis des crimes épouvantables, mais pour le bien, évidemment, de la patrie, de la Russie, etc. Et donc, il disait, c'est Dieu, et avec Pierre le Grand, il change de chose, et c'est l'Église qui se soumet au pouvoir de l'État, vous voyez. Ce n'est plus, le tsar n'est plus le représentant de Dieu. Il est lui-même une sorte il se substitue à Dieu, au fond, vous voyez. Un peu comme Louis XIV, d'ailleurs. Il y a une grande parallèle à faire entre l'évolution de la France de Louis XIV à la Révolution et de Pierre le Grand à la Révolution. Parce que c'est à ce moment-là, il y a eu une espèce de révolution au sommet, vous voyez, où quelqu'un s'est imposé comme le chef absolu et il a cassé tous les étapes, tous les liens intermédiaires, malgré la table des rangs, etc. Vous voyez. Et à ce moment-là, il a préparé au fond le terrain de la Révolution. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire russe. Alors moi, j'ai voulu un peu montrer tout ça. J'ai un chapitre aussi sur Dostoïevski, que j'ai appelé la dialectique du double, parce que on ignore souvent que Dostoïevski a été, comme la plupart des écrivains russes de cette époque, au moitié du XIXe siècle, énormément influencé par Hegel. On peut dire que la révolution russe a été beaucoup plus préparée par Hegel que par Marx. Vous savez, le sens de l'histoire, une espèce de déification du sens de l'histoire. Et Dostoïevski a répondu à cela. Et il a répondu dans son roman Le Double, la dialectique du maître de l'esclave, où il met en scène la dialectique du maître de l'esclave. Dans Le Double. Et après, dans tous ses romans. C'est le fond même de Dostoïevski. Souvent, pas beaucoup de gens ont vu ça. Oui, c'est la question de Dostoïevski qui répond à Hegel que l'homme peut choisir la servitude. Voilà. C'est la question de la liberté. Parce que pour lui, le Christ, vous savez, c'est très étonnant. Par exemple, Alyosha dans le Frère Karamazov, qui est une espèce de saint, vous voyez, c'est au fond l'incarnation même de la pureté. Eh bien, il devait préparer une suite, et dans les brouillons de la suite au Karamazov, il préparait l'assassinat du tsar. Il voulait tuer le tsar. Vous voyez? Parce on peut toujours changer, c'est ça. Ce que le Christ donne, cette liberté. Ça, c'est la grande leçon de Dostoïevski, et ça, c'est inhérent à la pensée russe, ça. L'idée de la liberté que donne le Christ. Le Christ vous donne cette liberté. Vous pouvez choisir. C'est à vos dépens. Ça peut être à vos dépens. Mais la liberté, mais vous choisissez pas nécessairement la liberté elle-même. C'est-à-dire que vous choisissez de manière indéterminée. Vous pouvez choisir la servitude ou vous pouvez choisir le mal. Voilà. C'est d'ailleurs la grande leçon de Dostoïevski, c'est qu'on peut choisir le mal. Bien sûr. C'est Raskolnikov au moment de l'assassinat. Ouais. Vous avez Stavrogin. C'est le personnage. Stavrogin qui incarne lui, ça c'est celui qui se veut justement absolument, vous voyez, qui répudie toute détermination, qui se livre à des actes complètement parfois puérils pour manifester sa liberté par l'indétermination, justement, ce que vous dites. Ouais. C'est ça qui est très intéressant. Et alors, oui, c'est pour ça que Dostoïevski, c'est une source, toujours. Hein. Donc, il y a ça, il y a 2 chapitres sur Eisenstein, et puis, je me suis attaché aussi à montrer dans les œuvres, dans l'héritage de certains grands penseurs polonais, poètes polonais, que, contrairement à ce que l'on dit souvent par rapport des Polonais vis-à-vis des Russes, eh bien moi, les grands auteurs polonais dont je me suis occupé, ils étaient passionnément russophiles. Passionnément. C'est-à-dire, Józef Szarski, que j'allais voir à Maison Lafitte, vous voyez, quand il a à Kultura. Watt, que j'ai traduit, je l'ai pas connu, mais que j'ai traduit, et son ouvrage Mon siècle va bientôt être réédité par les éditions Noir sur Blanc. Murov,
qui m'a toujours soutenu, et que j'admirais énormément. Mais c'était des gens qui savaient faire la distinction entre, évidemment, l'impérialisme russe et soviétique et le peuple et la culture russe. Et qui étaient passionnément attachés par exemple, ils adoraient parler russe entre eux, vous voyez. Ils connaissaient le russe, mais à fond. Ils connaissaient tous les mots, l'argot, tout. Enfin, il y avait un goût comme ça, un goût profond pour la russité, vous voyez. Ça, c'est complètement à l'opposé de la russophobie occidentale. Complètement à l'opposé. Et ça, c'est pourquoi je me suis intéressé à ces auteurs. Je les ai traduits, je les ai présentés. Il y a eu toute une pléiade d'auteurs remarquables en Pologne. Et d'ailleurs, vous avez eu le théâtre avec Grotowski, vous avez, vous voyez, et par exemple le cinéma aussi, avec Wajda et tout ça. Eh bien, j'ai voulu aussi donc montrer l'apport de la Russie à la culture mondiale, qui passe souvent par la Pologne comme intermédiaire. C'est ça qu'on souvent on a mis, et j'ai voulu le montrer dans ce livre. Et puis à la fin, j'essaie de tirer quelques conclusions sur voilà mon expérience des trois États de la Russie, soviétique, libérale et je dirais poutinien, qui est nouveau, et aussi de mettre en opposition les deux Russies qui aujourd'hui s'affrontent, c'est-à-dire toujours cet héritage du libéralisme pro-occidental, cette manie de l'autoflagellation, vous voyez. Ça, ça a été primordial dans les années 90. L'autoflagellation. On démolissait tout le passé russe. Pas seulement le passé soviétique, hein. C'est-à-dire, c'était un rejet de tout, vous voyez, c'est un rejet de la Russie par les Russes. Et on le retrouve aujourd'hui auprès des Russes qui prennent le parti, évidemment, on peut dire, adverse, n'est-ce pas, le parti de l'ennemi de la Russie, quoi, quand même. Vous voyez. Alors, ils prétendent se référer à un idéal qui aurait été trahi par le président actuel, un idéal démocratique, voilà, pluraliste, etc. Ce qui ne correspond pas non plus à la réalité de la Russie. Parce qu'on a eu de la Russie, pourquoi j'appelle ça la Russie et son double? Parce que la Russie, on la présente souvent comme une sorte d'immense territoire monolithique, vous voyez, qui ne peut être soumis qu'à un ordre totalitaire. Et on ignore, c'est une mosaïque de peuples, de langues, de races, de religions, et qui tiennent ensemble, et que le pouvoir a réussi à faire tenir ensemble, vous voyez. C'est-à-dire que c'est un pays qui est multiethnique, multiconfessionnel, multilinguistique, vous voyez. Alors que nous, au contraire, en Occident, on assiste au contraire. On se resserre, on se ratatine sur des préjugés, des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la réalité, et on nie la pluralité des nations, des individus, des familles. Au nom de la démocratie, on nous fait vivre, on nous oblige, on nous introduit à un nouvel ordre totalitaire. N'est-ce pas? Et les gens en sont conscients. C'est la preuve, les dernières élections le montrent bien. Le peuple en est conscient, mais les malheureux, ils ne savent pas quoi faire pour arriver un peu à se faire entendre. C'est ça la question. Ce qui prouve qu'on n'est pas du tout dans la démocratie telle qu'on la représente. Vous voyez, c'est ça. Donc, j'ai voulu un peu dénoncer, vous voyez, vous savez, moi j'ai beaucoup été influencé par Armand Robin. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Armand Robin. C'était un anarchiste qui publiait des bulletins. Il connaissait toutes les langues. C'était un grand traducteur. Et il notait, il tenait des bulletins d'information d'après les radios étrangères et notamment les radios soviétiques. Et alors il a écrit un livre sur la fausse parole. La fausse parole. La fausse parole, c'est la langue de bois, vous savez. C'est vrai qu'à cette époque, il faut bien reconnaître que c'était un instrument de la propagande, hein, soviétique. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la fausse parole. C'est nous. C'est les Occidentaux qui sommes dans la fausse parole. C'est ça la différence. Voilà. Parce qu'il y a eu un changement en Russie. Et ça, on ne veut pas le reconnaître. Voilà, c'est ça.
Et ben, ceux qui voudront prendre la mesure de ce changement pourront lire La Russie et son double, publié aux éditions Perspectives Libres de notre ami Gérard Cognot. Gérard, merci. Merci Ferry, merci. Merci pour ton aide. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.